Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance d'information qui porte sur la recherche qui se réalise à l'ENAP sur les administrations publiques et le développement durable. Mon nom est Patrick Bélanger, je suis conseiller en recrutement étudiant à l'ENAP. Euh, c'est une séance d'information qui a une durée d'environ 30 minutes suivie d'une période de questions. Donc, il existe dans votre écran, là, il y a un bouton pour poser vos questions en cours de route qui s'appelle Q&A, hein, Q et A. Alors, c'est là que vous pouvez écrire vos questions en cours de route. Ma collègue Mélanie Cochu, qui m'accompagne aujourd'hui, va pouvoir répondre à vos questions. S'il y a des questions qui ne sont pas répondues, à la toute fin, elle va nous les présenter en direct, donc à la toute fin de la présentation. Je serai accompagné aujourd'hui des professeurs Michel Charbonneau et David Talbot, qui auront l'occasion de se présenter un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, cette présentation-là, la voici. Je vais vous présenter les nappes, environ 5 minutes, pour faire un peu le tour de qui nous sommes. C'est pas tout le monde là, qui connaît bien les nappes. Et tout de suite après, on va tomber dans le vif du sujet, donc la recherche qui se fait à l'ENAP là, sur le thème d'aujourd'hui, les programmes d'études que l'on peut réaliser à l'ENAP en recherche et je conclurai en vous présentant les différentes technicalités pour déposer sa candidature, la date limite d'admission, les droits de scolarité, le régime d'études, etc. Donc, débutons maintenant avec l'ENAP en bref. Donc, l'ENAP fait partie du réseau de l'Université du Québec. C'est la plus grande université francophone en Amérique du Nord. C'est environ 100 000 étudiants au total des 10 établissements qui la composent. L'ENAP est une université à vocation spécialisée, hein. C'est les pastilles jaunes que vous voyez à l'écran. Donc, de notre côté, université de cycle supérieur seulement, deuxième et troisième cycle. On n'offre pas à l'ENAP le baccalauréat, donc le premier cycle, il n'y en a pas à l'ENAP. On existe depuis maintenant plus de 55 ans euh, et on offre à l'ENAP une quarantaine de programmes. On approche les 50 programmes d'études de cycle supérieur. Ça va du micro-programme de 3 cours jusqu'au doctorat complet, dont on parlera un petit peu plus tard. Même si on s'appelle école, bien qu'à l'international, c'est davantage reconnu, là, les grandes écoles, les grandes universités qui s'appellent école. Au Québec, c'est un peu moins connu, mais il y a des établissements universitaires, pardon, qui s'appellent écoles comme l'ENAP. Nous offrons aussi de la recherche, bien entendu. Nous avons une douzaine de regroupements de recherche. Et à l'ENAP, on a aussi une direction des services conseils qui travaille autant à l'international qu'au Québec pour offrir du service conseil de coaching, de sélection de personnel, de formation continue non diplômante. C'est environ 350 membres du personnel répartis sur 3 campus principaux, Québec, là où il y a le siège social, Montréal et Gatineau. Environ 160 membres du corps enseignant, composé d'une quarantaine de professeurs, chercheurs, professeurs de carrière, mais on a aussi des praticiens de l'administration publique, retraités ou actifs, qui viennent enseigner à l'ENAP, des professeurs associés, des professeurs invités. Donc, un corps enseignant on a des chargés d'enseignement, bien entendu, hein, des chargés de cours. Donc, un corps enseignant très varié. Environ 4000 étudiants fréquentent l'ENAP par année, pour la plupart sur une base temps partiel. C'est environ 80% des étudiants qui sont à temps partiel à l'ENAP. On approche les 20 000 diplômés en 55 ans. On est une petite université, on est dans les plus petites universités au Québec. Donc, c'est ce qui explique un peu le nombre de 20 000 diplômés seulement en 55 ans. Et il y a environ 4000 gestionnaires, mais aussi professionnels des services publics qui fréquentent l'ENAP pour le volet formation continue non crédité que je parlais tout juste avant. Donc voilà, je tombe dans le vif du sujet. Donc, comme toute bonne université, l'ENAP offre de la recherche, des études, il fait aussi de la recherche. On a une douzaine de groupes de regroupement de recherche à l'ENAP. La recherche est axée sur 2 grands thèmes, soit le management public et l'analyse et conception de politiques publiques. Et à partir de ces 2 grands domaines, alors vous voyez les thèmes qui sont développés à l'ENAP, sans en faire la lecture complète. Vous voyez là, le leadership public, le développement durable, la gouvernance autochtone, la performance publique, la gestion de ressources humaines. Donc, c'est extrêmement varié. Donc, dans les 40 programmes d'études à l'école, mais aussi dans les programmes de recherche à l'ENAP, on peut travailler sur les thèmes qui apparaissent à l'écran.
Je le mentionnais, on a une douzaine d'unités de recherche à l'ENAP. Voici quelques exemples, là. En voici quatre. On a des chaires de recherche du Canada, bien entendu. On a un centre de recherche sur la gouvernance, le CERGO, où plusieurs de nos professeurs travaillent, collaborent. Une chaire en leadership dans le secteur public très, très active. Vous voyez une adresse web à l'écran, enap.ca/recherche pour les découvrir. J'en profite pour vous dire, pendant que je vous parle de tout ça, prenez pas de notes. On va vous faire parvenir à toutes les personnes qui sont inscrites aujourd'hui toute la présentation par courriel au cours des prochains jours. J'aimerais vous céder la parole maintenant à la professeure Michelle Charbonneau qui va vous présenter davantage, d'abord son parcours, ses expertises, mais aussi peut-être plus en détail les projets de recherche des professeurs, des autres professeurs à l'ENAP. Donc, Michel. Oui, merci beaucoup Patrick. Donc, bonjour à toutes et à tous. Mais merci beaucoup d'être là puis d'envisager de faire de la recherche à l'ENAP. On est très actifs en recherche. Donc, pour ma part, je suis professeure à l'ENAP. Bon, ça fait une vingtaine d'années. Je suis en gestion publique. Donc, en gestion publique, je suis une touche à tout parce que c'est non pas une spécialité, mais c'est une discipline généraliste. Donc, je touche autant aux questions de leadership, de collaboration organisationnelle et autres. Ceci dit, j'ai deux grands champs j'ai deux grands champs, deux grandes orientations principales. Je m'intéresse au mode de pensée de la gestion publique, donc ce qu'on appelle entre autres tous les paradigmes de gestion. J'aime mieux mode de pensée, donc bureaucratie, nouvelle gestion publique, nouvelle gouvernance collaborative. Et c'est un peu ça qui m'a amené sur la responsabilité sociale des organisations publiques, qui est un des deux angles à partir duquel on peut approcher la question du développement durable. Donc, au point de départ, je m'intéressais aux sociétés d'État. Puis dans les sociétés d'État, la responsabilité sociale des organisations publiques est apparue dans certaines sociétés d'État comme un discours très structurant dans leur façon de présenter leurs résultats. Donc, ce qui m'a amené à me poser la question, est-ce que ça pourrait être un troisième mode de pensée à l'époque ou est-ce que c'est un mode de pensée à rapprocher d'un mode de pensée plus collaboratif? Ou un mode de pensée davantage orienté vers la valeur publique. Donc, j'ai abordé la responsabilité sociale comme un mode de pensée et la responsabilité sociale recoupe sous différentes façons. Donc, on n'aura pas l'espace aujourd'hui pour en parler, mais la question du développement durable. Donc, c'est comme ça que j'ai été amenée à travailler, entre autres, sur cette piste-là. Puis, dans le cadre avec David qui pourra vous parler aussi, à l'époque, on avait collaboré à construire un cours et auquel David a donné beaucoup d'expansion par la suite. Donc ça, c'est une façon par laquelle par laquelle je suis arrivée à m'intéresser à cette question. Et dans cette continuité-là, maintenant, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la question des arts et de la gestion publique. Les arts, la gestion publique, on peut à la fois le voir sous l'angle méthodologique, on peut le voir sous l'angle des politiques culturelles et des politiques artistiques, mais également sous l'angle de qu'est-ce qu'on peut faire avec les arts à l'intérieur de la gestion publique. Et les arts sont très mobilisés dans les questions environnementales et de développement durable. Donc, les artistes, entre autres, se questionnent beaucoup sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour appuyer le développement durable. Et donc, il y a quand même passablement de centres de recherche qui s'intéressent au développement durable, à la gestion de l'environnement et qui intègrent les arts, soit comme méthode, soit comme cadre théorique, à leur pratique. Donc, je m'intéresse pas seulement à cette question-là, aux arts en plus général, mais en particulier à cette question-là. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve ici avec vous pour en parler. Ceci dit, si les questions qui vous intéressent, c'est celle du développement durable, la responsabilité sociale des organisations publiques, je vous invite à faire le tour du site des expertises du corps professoral de l'ENAP. Et quand vous allez aller sur l'onglet corps professoral, vous pouvez toujours utiliser les mots-clés, les expertises, mais je vous invite à ne pas vous limiter à ça. D'abord, la première recherche se limite à trois mots-clés, alors que les professeurs en ont plus que ça. Et le développement durable, tout comme la responsabilité sociale des organisations publiques, sont des problématiques transversales. Donc, il y a quand même plusieurs professeurs qui touchent la question, entre autres, du développement durable par le biais de d'autres questions. Donc, ça vaut la peine, même au-delà des mots-clés que les profs mettent sur leur page même, d'aller lire plutôt leurs publications pour voir si jamais vous voulez vous intéresser à la question, même de façon transversale, qui pourrait
être intéressé. Donc, je vais prendre juste quelques exemples, puis je veux pas, donc je vous dis, vous ne vous limitez pas à mes exemples parce qu'il pourrait y en avoir d'autres, mais je vais prendre Fanny Tremblay-Rasco qui va travailler entre autres sur la question du transport, qui aborde la question, Marie-Claude Prémont qui aborde la question sous l'angle des droits juridiques, Mokhtar Lamari qui a déjà traité de l'évaluation dans les politiques environnementales, euh, Pierre-André Bouchard-Saint-Amand à la fiscalité verte qui s'est intéressé à ça, Florence Larocque qui s'intéresse à la politique de l'eau. Donc, il y a quand même plusieurs sous l'angle soit de la gestion, sous l'angle des politiques publiques qui peuvent s'y intéresser. Ceci dit, notre professeur clé qui porte le chapeau du développement durable, il y en a un, c'est David Talbot. Donc, vous allez avoir l'honneur de faire sa connaissance dans quelques minutes. Donc, je vous invite également à faire le tour de ces projets. Il y a les centres de recherche également. Donc, comme Patrick l'a dit, il y a un environnement intéressant à l'ENAP pour venir faire de la recherche. Il y a plusieurs centres de recherche auxquels vous pouvez vous greffer. Le CERGO, c'est un centre qui fédère plusieurs professeurs. Le CERGO, c'est le centre de recherche sur la gouvernance, dont David a d'ailleurs été le directeur. Et donc, qui fédère plusieurs. Et un des trois axes de recherche est précisément l'éthique et le développement durable. Donc, ça montre bien à quel point c'est un axe qui est transversal à l'ENAP, donc qui peut donner un autre accompagnement. Et les professeurs ont des réseaux, sont donc impliqués dans des réseaux. C'est une problématique de l'heure. Donc, les réseaux, autant du côté des États-Unis que de l'Europe, peuvent aider à appuyer beaucoup de projets de recherche. Donc, je pense que ça demeure une problématique très importante à l'ENAP. On a également développé un micro-programme en partenariat avec l'INRS. On a des cours, donc David l'un de ces cours-là est porté directement par David. Donc, on a un bel environnement et une très belle expertise si la problématique vous intéresse à l'ENA. Merci Donc, beaucoup, Michel. merci. Alors, parlant de David Talbot, je te cède la parole. Merci beaucoup. Comme le mentionnait Michel, je pense qu'il est très important de mentionner que quand on dit développement durable, on pense souvent de prime abord à la dimension environnementale, mais il faut également penser à toute la dimension sociale du développement durable. Et là, à ce moment-là, il y a une autre partie du corps professoral qui est touchée ou qui travaille sur des enjeux, que ce soit les enjeux de migration, d'immigration, les enjeux de questions culturelles également. Je vais faire une petite présentation. Moi, personnellement, je travaille sur des enjeux environnementaux depuis déjà une vingtaine d'années. Au départ, je travaillais beaucoup sur les questions juste de gestion de l'eau, des politiques concernant les réglementations, l'eau potable. Et peu à peu, ça a évolué pour aller vers mes recherches doctorales et par la suite comme professeur. Pour vous donner un peu une idée de sur quoi je travaille, je vais vous parler de peut-être trois grands axes de recherche que j'ai travaillé au cours des 5 dernières années. Le premier axe porte sur la carboneutralité dans les municipalités canadiennes. Alors, on regarde à ce moment-là tous les défis liés pour les différentes municipalités de différentes tailles au Canada pour atteindre leur objectif de carboneutralité d'ici 2050. Alors, on parle ici autant de la mesure de la performance, la budgétisation carbone, que des processus de mesure et de suivi de la performance des municipalités. Un autre projet que j'ai beaucoup travaillé dans les dernières années porte sur l'internalisation du développement durable. Alors, dans les administrations publiques. Ici au Québec, il y a une loi sur le développement durable qui oblige les organismes publics à le prendre en considération, à avoir un plan d'action. Alors, j'ai tout un pan de recherche qui porte justement sur ces engagements et les enjeux liés à intégrer le développement durable dans la culture de l'organisation. Alors que ça devient un réflexe au niveau de l'organisation et non simplement une barrière à la réalisation de différents projets de gestion. Et un troisième axe que je pourrais vous souligner porte vraiment sur les pratiques de communication et de divulgation de la performance en développement durable et en environnement. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait un projet sur le secteur électrique pour savoir comment les entreprises dans le secteur électrique au Canada gèrent la question de la biodiversité, euh, qui, à mon avis, est un des pans de la recherche en développement durable qui n'est pas assez couvert pour tenter de comprendre comment les organisations intègrent la notion de biodiversité dans leur stratégie d'affaires ou de stratégie de l'organisation de manière générale. Euh,
Je pense qu'il est tout important de vous donner une idée de le type de travaux que j'ai encadrés dans les dernières années. Alors, je vais vous mentionner 4 thèses là, des thématiques de thèse que j'encadre actuellement. La première porte sur la cohérence des politiques climatiques au Québec et au Canada. Alors, cet étudiant s'intéresse vraiment à tenter de comprendre comment une série de politiques et de programmes interagissent entre eux dans le contexte des politiques climatiques et les enjeux liés à cette interaction. Une deuxième thèse portait, quant à elle, sur l'intelligence culturelle pour les personnes qui sont dans une situation d'expatriation. Alors, l'objectif était de tenter de mieux comprendre comment ils gèrent les enjeux culturels dans leur quotidien et comment que leur niveau de connaissance évolue dans ce domaine. Une autre thèse porte sur la gouvernance climatique, mais dans le contexte des pays francophones de l'Afrique. euh, Très intéressant par rapport à comment qu'ils réussissent à intégrer notamment les objectifs de développement durable de l'ONU dans leur gouvernement et dans leurs pratiques. Et une dernière thèse porte sur le processus de migration et les enjeux liés à l'intégration dans une nouvelle société d'accueil. Alors, vous voyez que même malgré mon penchant plus environnemental, j'ai quand même quelques domaines qui me tiennent à cœur au niveau social. Euh, je vais également vous me permettre ici les conseils de David. Quoi faire et ne quoi surtout pas faire pour contacter un professeur de l'école. Le premier conseil, c'est de ne pas aller à la pêche. Alors, envoyer un courriel très général qui ne vise pas, dans lequel vous ne démontrez pas votre connaissance des travaux que le professeur fait et pourquoi il est pertinent pour votre sujet, est une des pratiques à éviter. Parce que pour moi, on reçoit beaucoup de ce type de demandes et honnêtement, on donne très peu souvent suite à ces dernières. Parce qu'on sait que on l'appelle la technique de la pêche n'est plus ou moins efficace. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire d'arriver avec un projet, c'est-à-dire une idée de projet. Moi, je demande toujours 2 pages pour un étudiant de maîtrise et 5 pages pour un étudiant potentiel au doctorat, afin de justement discuter, de voir les liens entre mes intérêts de recherche et votre projet, ce qui est, à mon avis, un des éléments essentiels pour un encadrement réussi pour des études, avec la dimension recherche pour les études graduées. Moi, j'aime beaucoup qu'il y ait une lettre de motivation, j'aime aussi avoir votre CV. Et un élément important, c'est, comme je vous le mentionnais, si vous voulez aller au doctorat, moi, je tiens à lire votre mémoire de maîtrise. Alors, vous voyez, ça fait partie d'une série de petits documents à ajouter et pour préciser le sérieux de votre démarche. Et finalement, moi, j'aime beaucoup également connaître votre stratégie de financement de vos études. J'ai des projets que j'ai des sous, que des fois je peux offrir des contrats d'assistanat ou que je peux offrir un certain soutien financier aux étudiants. Mais je veux comprendre également comment il veut s'inscrire et comment il veut contribuer. Alors, je n'offre pas le service tout inclus que vous arrivez, que je vous fournis un projet. Pour moi, c'est extrêmement intéressant que vous soyez capable de vous positionner et que vous soyez capable de développer un projet qui répond également à vos intérêts. Alors, je crois que pour le moment, Patrick, je vais céder la parole. Ouais, merci. Mais je vous demanderai à tous les deux là, si vous les deux ou une des deux personnes, là, si vous voulez prendre un moment pour répondre peut-être aux questions très générales à l'écran, là, de quelle façon maintenant les étudiants peuvent contribuer à vos travaux de recherche, peut-être en cours, ils peuvent avoir leur idée de projet de développement, mais pour venir étudier à l'ENAP, à la MSC par exemple, faire de l'assistanat de recherche. Est-ce qu'un étudiant qui termine soit son baccalauréat ou qui termine sa maîtrise pour le doctorat peut contribuer déjà à l'avancement de travaux dans votre secteur? Michel, je peux commencer? Vas-y. Vas-y, Oui. Ben, moi, personnellement, j'adore intégrer les étudiants le plus tôt possible dans le processus de recherche. Pour moi, l'objectif, c'est d'aider les personnes. C'est que des fois, les gens voient une maîtrise recherche comme une maîtrise
moins utile pour le marché du travail. Et à mon avis, c'est faux. Les étudiants que j'ai encadrés, exemple pour des maîtrises recherche, occupent tous des positions très enviables au gouvernement canadien d'analyse, que leurs capacités d'analyse, justement, sont bien reconnues. Puis pour moi, c'est un positionnement supérieur parce que le mémoire de maîtrise et que dans le cas de la majorité de mes étudiants, l'article qu'ils publient en lien avec leur mémoire devient à un certain moment leur portfolio aussi pour aller vers le marché de l'emploi. Alors pour moi, euh, il est clair qu'un étudiant de la maîtrise recherche qui arrive et qui désire travailler avec moi, euh, l'encadrement commence souvent à partir de la deuxième session et que je veux à ce moment-là déjà qu'il s'intègre dans certains projets s'il a l'intérêt de le faire ou qu'il développe son propre projet. Mais pour moi, ce n'est pas un enjeu majeur. Et je vous dirais qu'au doctorat, la première année, des fois, est plutôt exigeante et je ne conseille pas nécessairement aux étudiants euh, à temps plein de s'investir de manière trop importante dans le processus, mais de rapidement intégrer justement l'équipe ou échanger avec certains collègues. Alors, Michel, si tu veux ajouter. Oui, ben, ce que je pourrais ajouter, c'est, je crois que quand vous faites un choix, il y a aussi des types d'environnement. Donc, il y a des professeurs qui ont des centres de recherche, comme David le décrit aussi, il y a des professeurs qui vont avoir des équipes, il y a des professeurs qui vont avoir des financements, d'autres qui n'auront pas non plus ce genre de milieu-là. Donc, chaque professeur a un environnement spécifique à offrir. Quand vous choisissez vos professeurs aussi, personnellement, je dis toujours qu'il faut avoir une affinité au niveau conceptuel, au niveau théorique, au niveau méthodologique. Il y a des professeurs très spécialisés dans les méthodes quantitatives, il y a des professeurs très spécialisés dans les méthodes qualitatives, d'autres qui travaillent les devis mixtes. Puis c'est souvent une connexion aussi. Donc il faut regarder, je pense que ça peut être des critères pour choisir à ce moment-là vers qui comme tel vous allez. Il y a des professeurs qui font des annonces, qui cherchent, qui ont des budgets, qui ont des gros chars, qui ont des gros financements. Si vous allez sur le site web, c'est écrit. D'autres qui n'ont pas de financement à offrir non plus. Donc, d'autres certains qui vont vous intégrer en vous donnant une orientation très claire, d'autres que ce sera pas ça. Donc, il faut prendre le temps de regarder. Comme le disait David, pour éviter d'aller à la pêche, il faut déjà vous-même prendre le temps de regarder qu'est-ce qui vous interpelle, qu'est-ce qui vous intéresse pour aller déjà vers un milieu qui vous intéresse en choisissant un professeur. Donc ensuite, en les contactant, vous allez pouvoir voir est-ce qu'ils ont de la disponibilité, est-ce qu'ils n'en ont pas. Il y a toutes sortes de facteurs qui fluctuent sur la disponibilité ou non d'encadrement qu'a un directeur. Pourquoi l'ENAP pour ses études en recherche? Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Il y a un très bel environnement. Puis, c'est sûr que l'ENAP, bien, le titre le dit, on est spécialisé en administration publique et on a des équipes interdisciplinaires. Donc, on est autant en gestion publique qu'en politique publique. Donc, si vous voulez faire une recherche dans le secteur public, ben, je crois qu'on est vraiment une école de choix pour ça, compte tenu du grand nombre de professeurs qu'on a, de l'interdisciplinarité et des pratiques qu'on a entre nous de travailler entre nous et avec nos réseaux. Donc, je pense qu'on a vraiment de très belles ressources pour se spécialiser dans le domaine public et comme je vous dis, même à l'international et au-delà des horizons plus traditionnels. Dans les perspectives professionnelles, comme le disait David, moi, je reviendrai avec le fait que je souligne, puis je renforce ce que David disait. Pour ce qui est de la maîtrise, il faut voir que la maîtrise, il faut pas faire la maîtrise en recherche parce qu'on a l'impression qu'il y a moins de cours puis que ça pourrait être plus rapide que la maîtrise que les autres maîtrises professionnalisantes. Il y a des fois des personnes qui pensent pouvoir faire ça. La maîtrise avec mémoire, a des exigences d'admission plus élevées et deux, demande beaucoup d'autonomie. Donc, même si les professeurs peuvent être plus ou moins encadrants, d'ailleurs, c'est une question
à discuter avec le professeur, parce qu'il y a des professeurs qui vont être très encadrants chaque semaine, d'autres qui vont l'être moins. Mais même s'il y a un encadrement suivi, ça demande beaucoup d'autonomie et d'organisation. Donc, il faut vouloir le faire. Par contre, la formation pour pouvoir faire des analyses et la formation méthodologique est très différente de ce qu'on peut faire avec une maîtrise professionnelle. Et on peut cheminer dans l'administration publique, dans des postes, même vers des postes de gestion, aussi bien avec une maîtrise avec mémoire qu'avec une maîtrise professionnelle, parce qu'on consolide d'autres habiletés, mais des habiletés qui peuvent être appliquées après de façon transversale dans plusieurs postes. Donc, on voit très bien des gens qui ont fait leur maîtrise avec recherche, puis qui gravissent les échelons de la même façon que les autres, ou même encore plus facilement, parce qu'ils ont des compétences qui sont transversales, qui peuvent être appliquées dans beaucoup de domaines. Donc, c'est intéressant. Puis, personnellement, je crois qu'il faut continuer à renforcer les compétences de recherche de nos administrations publiques. Donc, les administrations publiques travaillent souvent avec des chercheurs externes, ils ont parfois leurs chercheurs internes, mais c'est une compétence essentielle à développer dans nos administrations publiques. Donc, donc, la maîtrise est intéressante et la maîtrise dans ce sens est intéressante parce que vous pouvez aussi traiter de problématiques théoriques, mais il y a moyen de parler aussi de problématiques organisationnelles. Donc, le mémoire peut aussi profiter directement à votre organisation. Donc, il y a des conditions particulières, c'est pas fait pour tout le monde dans le sens que ça prend un contexte particulier, il faut être dans le bon contexte, stable, bien soutenu par son organisation, mais ça peut être extrêmement intéressant. Le doctorat aussi, il y a plusieurs débouchés. Le secteur de l'administration publique, euh, tout dépendant si on va en gestion ou en politique publique, c'est quand même des secteurs après où il y a beaucoup d'embauches qui se font. Donc, si vous voulez être professeur, chercheur associé, il y a quand même là des belles perspectives. Mais il y a des belles perspectives comme consultant, comme conseiller et également à l'intérieur des organisations publiques, il y a quand même plusieurs personnes qui ont des doctorats puis qui font de très, très belles carrières. Ensuite, à gravir aussi plusieurs échelons, à traiter des très beaux dossiers dans le domaine des politiques publiques ou de la gestion publique. Donc, je pense que par la suite, c'est des atouts qui sont très faciles à faire valoir sur le marché du travail. Merci Michel. Merci à vous deux. En fait, c'est extrêmement intéressant ce que vous avez présenté. Je suis convaincu que ça répond à bien des questionnements des gens aussi sur pourquoi choisir l'ENAP, quelles sont les perspectives professionnelles. Je vais enchaîner tout de suite parce qu'il nous reste quelques minutes seulement de présentation. Je vais vous présenter les programmes d'études justement dont on parlait. La maîtrise profil recherche. Alors, il existe à l'ENAP des maîtrises plutôt de type professionnel pour gestionnaires et personnes professionnelles des services publics, mais on a aussi le profil recherche. Donc, vous voyez, alors il y a quelques cours et rapidement, on va tomber dans un projet de mémoire, mais la mémoire à l'administration publique à la toute fin du programme. Une maîtrise complète de 45 crédits. Les conditions d'admission, c'est de posséder un baccalauréat ou un grade équivalent. Ça peut être une licence de premier cycle à l'international avec la note minimale de 3,3 sur 4,3. Donc, c'est légèrement un peu plus élevé que nos maîtrises professionnelles. Il y a des conditions particulières à l'ENAP là, de base, posséder une bonne connaissance de la langue française, savoir lire en langue anglaise, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lecture qui se fait de ce côté-là en anglais. Donc, les conditions complètes sont sur le site web. Je ne veux pas faire nécessairement de la lecture à l'écran de tout ce qui est là. Même chose pour les autres programmes de troisième cycle. Je vous invite à aller sur le site web de l'ENAP. Vous le voyez, la liste des cours et ce qui vous attend au troisième cycle, doctorat de 90 crédits, où la majorité des crédits, évidemment, sont attribués à l'écriture de la thèse. On a aussi au troisième cycle un autre programme qui est un programme court de troisième cycle de 18 crédits seulement, contrairement aux 90 crédits du doctorat, mais il y a quand même de la recherche à faire. Il y a un essai à produire à la fin de votre parcours. Les conditions d'admission, pardon, au troisième cycle, autant au doctorat qu'au programme court, c'est d'avoir une maîtrise terminée et c'est pas nécessairement une maîtrise avec mémoire, maîtrise de recherche. Toutes les mémoires, types de maîtrise sont acceptés. Par contre, le domaine d'étude doit être dans l'environnement d'administration publique.
Donc, ça peut être en finances publiques, en économie, en droit, tout ce qui est sciences sociales également. Donc, ça doit avoir un lien connexe avec l'administration publique, là aussi avec une moyenne de 3,5 minimale demandée, exigée. Il y a beaucoup de conditions, par contre, au troisième cycle. Je ne veux pas non plus toutes les lister. David en a fait mention tout à l'heure, hein. On demande des rapports d'évaluateurs externes, on a besoin de lettres de motivation, on a besoin de votre dossier académique, de votre curriculum vitae. Il y a quand même un parcours d'abord à faire pour essayer de trouver un encadreur, un professeur. Donc, on le mentionnait, d'aller sur le site web, d'essayer de trouver un professeur qui serait lié à votre sujet de recherche, de le contacter. Donc, je vous laisse prendre connaissance de l'information qui est dans la présentation qu'on va vous distribuer après la présentation. Sinon, tout est bien indiqué sur le site web. Vous pouvez étudier autant à temps plein qu'à temps partiel à l'ENAP. Je le mentionnais au début de la présentation. 80% de notre clientèle étudiante est à temps partiel et déjà sur le marché du travail. Vous voyez à l'écran les différents trimestres. Il y a un trimestre d'été qui est obligatoire, qui est un trimestre réduit sur 2 mois au lieu des 4 habituels d'automne et d'hiver. Donc, c'est sur 8 semaines. Au doctorat, il faut compter à temps complet un doctorat sur 5 ans et à temps partiel sur 8 ans. Bon. Les droits de scolarité, c'est un peu complexe à expliquer. On fonctionne par crédit. Ça va dépendre du nombre de crédits que vous prenez par session, si vous êtes à temps plein, à temps partiel. Donc, c'est un peu difficile de vous dire combien coûte un programme d'études à l'ENAP. Il faut y aller cours par cours. Il y a des grilles complètes sur le site web qui vous expliquent selon si vous êtes un résident du Québec, du Canada hors Québec ou une clientèle internationale. Donc, vous voyez à l'écran certains coûts. Si vous êtes une de la clientèle qui possède le passeport de la France ou la carte de citoyenneté belge francophone, il y a une entente bilatérale avec le gouvernement du Québec qui fait en sorte que vous payez les droits de scolarité des étudiants québécois. Donc, il y a un net avantage pour vous. Donc, il faut prévoir quand même des sommes importantes là, si vous êtes hors France, hors Belgique, comme vous pouvez le voir à l'écran. Toutefois, on a des bourses. On offre des bourses qu'on peut appeler automatiques, entre guillemets. Donc, ce sont des bourses d'admission une fois que votre candidature est admise à l'école. Bourse de 40 000 au doctorat et de 7 500 à la maîtrise avec profil recherche. Donc, c'est des montants qui sont répartis tout au cours des sessions de vos études. Très important de conserver un régime d'études à temps plein, par contre. Donc, si vous faites un doctorat, pardon, ou une maîtrise à temps partiel, vous n'avez pas le droit aux bourses. Dépôt des candidatures. On est en période d'admission pour l'automne. Donc, si vous voulez déposer, vous avez jusqu'au 1er juin si vous voulez déposer pour cet automne. 1er novembre, si vous voulez déposer pour l'hiver prochain, c'est possible de rentrer à l'hiver. Ce n'est plus possible de déposer pour l'été, pour le doctorat. À la maîtrise, il n'y a pas de souci. Donc, ce serait pour l'été 26. Là. La session d'été va commencer bientôt de notre côté. Donc, on parle plus de l'été 26. Par contre, il n'y a pas d'admission pour le doctorat à l'été. Il faut prévoir pour l'automne ou l'hiver. Si vous êtes un étudiant de l'international, malheureusement, la capacité d'accueil est pleine. Donc, pour cet automne, il faut penser à automne 26. Alors, c'est seulement au courant de l'automne qui vient, donc vers le mois de novembre, que va s'ouvrir la période d'admission pour l'automne 26. Donc, ce n'est plus possible de déposer pour cet automne ni pour l'hiver prochain si vous êtes un candidat de l'international au doctorat, sauf pour les étudiants de la France et de la Belgique. Pour déposer votre demande, vous allez sur le site web de l'ENAP à enap.ca. Il y a un bouton de couleur turquoise, disons, en haut coin supérieur droit de votre écran, qui est Admission, qui va vous amener vers la création d'un compte. Et une fois votre compte ouvert, vous allez pouvoir suivre toutes les étapes avec toutes les pièces requises que vous devrez déposer. Vous les voyez un peu à l'écran, mais je vais vous référer à chacune des fiches de programme où on détaille très bien quelles sont les attentes pour déposer votre demande d'admission, quelles pièces sont exigées, quels documents sont exigés également. À noter que s'ajoutent des frais d'admission pour le moment de 58 autour de 58 qui sont non remboursables pour l'ouverture du dossier. On arrive à la fin de la présentation. Vous voyez à l'écran, il y a une adresse courriel formation-recherche à commercial-enap.ca. Ce sont mes collègues de la formation recherche qui répondent à vos questions. Donc, si vous avez des cas personnels, des questions plus précises, vous pouvez écrire à cette adresse. Sinon,
Je ne sais pas si ma collègue Mélanie peut se joindre à nous. Je ne sais pas s'il y a des questions qui ont